mesdames et messieurs à la maison. Merci d'être avec nous encore. Je m'appelle Marie-Ève Marcotte-Bussière. Je suis organisatrice communautaire au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Et je vous amène avec moi rencontrer des super intervenants qui travaillent en dépendance. J'ai la chance d'en rencontrer 3 aujourd'hui qui travaillent avec des clientèles différentes et ils se feront un plaisir de nous présenter leurs services et leur quotidien comme intervenants psychosociaux. Alors, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par toi. Oui, bien bonjour Marie-Ève. Moi, c'est Sarah-Jane Garceau. Je suis psychoéducatrice dans les services externes de dépendance au point de service de Nicolette. Et je suis en poste à l'équipe là, depuis maintenant 1 an. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Moi, c'est Sarah. Je suis éducatrice spécialisée. Je suis au point de service de Nicolette et Trois-Rivières. Je partage mon poste. Et à Nicolette, je suis au programme Dépendance Itinérance. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, de Merci. sortir de ta zone de confort. Oui. Moi, c'est Maxime Larocque. Je suis travailleur social en dépendance à l'externe au point de service à Nicolet. C'est le fun. On a 3 intervenants sociaux, mais de 3 horizons différents. Une éducatrice, une psychoéducatrice et un travailleur social. Merci encore vraiment beaucoup d'être là. Dites-moi donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce que c'est une dépendance? Bien, dépendance, c'est quand même relativement simple. Je vais l'expliquer brièvement. Mais dans le fond, c'est aussi appelé d'une certaine façon un trouble d'utilisation de substances. Dans le fond, là, la dépendance peut se caractériser là, par un besoin incontrôlable de poser un geste là, ou de consommer une substance quelconque. Dans le fond, une personne avec une dépendance, là, lorsqu'elle satisfait ce besoin, elle perçoit, dans le fond, une sensation de plaisir là, ou de satisfaction. Fait que dans le fond, ça lui fait du bien, parce que sinon, elle ne consommerait pas. Puis dans le fond, quand que ce besoin-là n'est pas satisfait, mais là, il y a un sentiment de manque là, qu'on appelle aussi le sevrage, là, qui peut se créer chez la personne. Dans le fond, les symptômes de sevrage peuvent passer, mettons, des sueurs, de la panique, dans le fond, des fourmillements. Il y a plusieurs symptômes là, de sevrage qui peuvent apparaître. Puis dans le fond, la personne là, peut avoir des comportements impulsifs, puis avoir aussi des obsessions de consommer là, qui peuvent apparaître là, quand il y a besoin de consommer. Puis le manque de sevrage là, peut avoir des effets pas juste physiques, là, mais aussi psychologiques là, qui sont négatifs là, pour la personne. Là. Puis dans le fond, la présence d'effets négatifs, c'est ça qui incite la personne là, à consommer afin de ne plus ressentir ces symptômes-là. Là. On consomme pour ne pas ressentir le négatif. Oui. Dans le fond, ça peut avoir un cercle vicieux. Là. Dans le fond, on commence pour se sentir bien, on commence une consommation pour se sentir bien. Mais là, plus qu'on consomme, plus qu'on en a de besoin. Puis là, c'est là qu'il y a des effets de sevrage qui peuvent apparaître. Puis par la suite, là, on peut consommer pour faire diminuer les symptômes de sevrage. Puis dans le fond, c'est un cercle vicieux là, qui peut embarquer. Là. Et là, quand on parle de consommer, on parle de quoi? On consomme quel genre de substance? Il y a plusieurs types de consommation. Mais dans le fond, nous, au service en dépendance, on traite l'alcool, on traite les drogues, que ce soit le cannabis, la cocaïne, les amphétamines, qui est le speed, certains médicaments aussi, des opiacés, des sédatifs, fentanyl, etc. Il y a aussi les jeux de hasard, dans le fond, les casinos, machines à sous, le tri. Puis aussi la cyberdépendance, qui est l'addiction aux écrans, aux jeux vidéo, les réseaux sociaux, puis etc. Tu as parlé de casinos, on en a un sur le territoire, mais les casinos en ligne aussi, hein? Casinos en ligne, oui, beaucoup, jours, beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup d'usagers là, que c'est très... Habituellement, ils ne se déplacent pas dans les casinos, là, habituellement, ils jouent en ligne parce que c'est facile. Tu as accès facilement avec ton téléphone cellulaire là, à des jeux en ligne. Là, puis ça peut les dépenses là-dessus peuvent se faire quand même assez rapidement. Là. Quand vous vous êtes présenté, là, vous nous aviez dit que vous travaillez avec différentes clientèles. Là. Est-ce que vous pouvez nous spécifier dans quelle équipe vous travaillez ou avec quelle clientèle vous travaillez, en fait? En fait, nous, on est l'équipe des services externes en dépendance. Donc, en fait, on fait des rencontres au bureau, à proprement dit, là, avec la clientèle. On est ce qu'on appelait là, anciennement les services Don Rémy. Fait que souvent, les gens vont mieux nous reconnaître sous ce nom-là. On a les services externes et les services internes en dépendance. Donc, interne, par là, on va parler de la thérapie. Puis externe, on va parler vraiment là, d'avoir un suivi avec un intervenant psychosocial qu'on voit là,
en bureau là, à différentes fréquences. Puis, on travaille avec la clientèle vraiment, là, comme Maxime le dit, là, tout type de dépendance et tout type d'âge, là, en fait. Donc, ça couvre la clientèle jeunesse et la clientèle adulte dans nos services. OK, parfait. Est-ce que tu peux, Sarah, nous clarifier quelles sont les approches et quels sont les services offerts dans votre équipe? On offre différents services. Comme ma collègue Sarah Jane a dit, il y a un type de suivi individuel. Il y a aussi une offre de service de groupe. Puis nous, on travaille, évidemment, c'est important de comprendre que c'est une démarche volontaire. Donc, tous les usagers qui viennent dans nos services le font parce qu'il y a un désir de changer. Par contre, on ne se situe pas toujours tous au même stade de changement. Donc, nous, on utilise l'approche motivationnelle, qui est une technique qui vise à augmenter la motivation au changement de l'usager. Donc, on est sans jugement, on prend la personne au stade de changement où elle est rendue. Donc, des fois, ils savent qu'il y a une problématique, ils ne sont pas nécessairement prêts à faire tous les changements que ça implique. Donc, nous, on vise à travailler un peu au niveau de la motivation. On discute au niveau des valeurs, c'est quoi leur but, puis on se sert de ça comme moteur de changement. Tu as dit quelque chose de vraiment important, là. Donc, la personne elle-même doit reconnaître qu'elle a une addiction ou une dépendance et doit vouloir travailler cette dépendance-là. Exactement. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Il y a des gens qui sont capables de reconnaître que oui, il y a une problématique au niveau de la consommation, mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre des efforts pour changer? Parce que, bon, ben, tu sais, au niveau du réseau social, au niveau, justement, du changement au niveau de la consommation, est-ce qu'on est prêt à arrêter même si on sait que ça peut être nocif puis qu'on voit des impacts négatifs? Fait que nous, on travaille à partir de ça, à faire réfléchir la personne, puis on n'est vraiment pas là pour être moralisateur puis pour dire que la conso, c'est mal. On est là plus pour les accompagner à eux-mêmes cheminer à travers ça puis faire leur propre réalisation puis les motiver à changer. Je connais pas grand-chose, OK, dans vos services, mais j'ai entendu réduction des méfaits. Est-ce Oui. que c'est ça, dans le fond? C'est de travailler avec les gens qui consomment à réduire un peu les conséquences négatives de leur consommation? La réduction des méfaits, en fait, c'est plus au niveau de, tu sais, par exemple, des gens qui consomment, je vais prendre un exemple, par injection, ben, d'offrir du matériel stérile, des endroits pour pouvoir consommer sécuritairement. C'est un peu dans cette optique-là qu'on parle de réduction des méfaits. OK. Puis si moi, là, je suis une consommatrice de n'importe ce que tu nous as nommé, Maxime, puis mon désir n'est pas nécessairement d'arrêter complètement, mais de diminuer, est-ce que je peux faire appel à vos services ou vous travaillez juste avec des gens qui veulent arrêter, cesser complètement la consommation? C'est possible aussi de travailler à la réduction de consommation. Comme je l'ai mentionné un peu tantôt, la personne vient avec un désir de changement, puis des fois, l'abstinence complète, ça peut faire peur. Fait qu'évidemment que si l'objectif de la personne, c'est de réduire, on va l'accompagner dans ce sens-là. Puis des fois, par la bande, la personne va réaliser elle-même que la réduction est peut-être moins possible puis qu'on doit viser l'abstinence complète. Fait que c'est un cheminement. C'est un cheminement. Voilà. Vous vous adaptez à la personne qui est devant vous, puis selon ses objectifs à cette personne-là, puis les possibilités. Tant qu'elle a un désir de changement, hein, tu l'as bien... Exactement. Tu l'as On bien est vraiment dans le non-jugement, puis je pense que c'est ce qui fait que nos services sont agréables, puis que la personne, tu sais, ils se sentent accompagnés plus que jugés puis moralisés. Ah, c'est important ce que tu viens de dire, le non-jugement. Vous n'êtes pas là pour faire la morale. Non. Vous êtes là pour accompagner les gens pour améliorer leur qualité de vie, au final. Là. Oui, puis des fois, les gens sont surpris quand ils viennent dans nos bureaux, puis que, ben moi, en tout cas, ça m'arrive, là, des fois, de réaliser que, ben non, je vais pas te dire que la consommation, c'est mal, tu sais, sûrement que tu le sais déjà, puis si tu es ici, c'est que tu as un désir de changer, fait qu'on va t'accompagner, puis on va trouver des solutions ensemble. Ah, c'est beau. Merci d'être là pour ces gens-là. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus des programmes spécifiques que vous offrez? En fait, il y a 2 grands programmes là, à la base des services en dépendance qui sont les services qu'on va appeler de première ligne et les services qu'on va appeler de deuxième ligne. Donc,
généralement, la plupart de nos usagers là, vont être dans les services de deuxième ligne, ce qu'on appelle justement faire de l'accompagnement à la consommation, que ce soit pour la réduction ou pour l'arrêt de la consommation. Puis on a aussi les services de première ligne qu'on va offrir souvent en continuité, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a plusieurs organismes là, sur le territoire qui offrent plus de la prévention au niveau là, de la consommation. Fait que les gens qui vont arriver dans nos services en première ligne, c'est plus des gens qui veulent un petit peu plus d'informations, soit sur les produits consommés ou sur leur processus de consommation. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement rendus à changer leur habitude ou c'est des gens qui sont abstinents depuis un certain moment puis qui souhaitent avoir vraiment un accompagnement là, comme plus pour soutenir là, leur abstinence. Fait qu'on offre ces deux volets-là. On a aussi plusieurs programmes. Là, on va pouvoir vous en parler chacun à notre tour, mais moi, je vais vous parler un petit peu plus du programme que moi, j'offre là, du côté de Nicolette. C'est le programme Jeunesse. OK. Fait que moi, dans le fond, j'offre les services à la clientèle jeunesse. On a un partenariat avec les 3 écoles secondaires, c'est-à-dire Jean-Nicolet, La Découverte et le CNDA. Donc, en fait, les références là, nous proviennent principalement de l'organisme La Relance, qui, eux, sont à même les écoles là, pour faire des ateliers de prévention, de la sensibilisation. Et quand là, l'intervention nécessite vraiment plus les services spécialisés en dépendance, à ce moment-là, les jeunes nous sont référés. Donc, on se déplace. Là, moi, je me déplace à même les écoles secondaires pour aller rencontrer les jeunes. Donc, que ce soit au niveau de la consommation, cyberdépendance aussi, qu'on retrouve quand même beaucoup là, chez notre clientèle jeunesse. Donc, c'est vraiment un super de beau partenariat là, qu'on a et avec la relance et avec les écoles secondaires. On n'a pas mentionné un petit peu plus tôt, là, mais l'équipe là, Bécancour, Nicolet, Yamaska comprend aussi le point de service de Gentilly OK. au niveau des services en dépendance. Donc, l'école Les Seigneuries est Ouais. aussi là, desservie là, par ce mandat-là, là, jeunesse en dépendance. Fait que vous avez une collègue qui est spécifiquement dans Bécancour. Exactement. finalement. OK. C'est intéressant que tu le mentionnes hein, pour les gens qui nous écoutent de cette MRC-là. Merci d'y avoir pensé. Il y a aussi le type de service au niveau des membres de l'entourage. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement à des personnes qui sont prises avec des troubles d'usage de substances, c'est aussi auprès de leurs proches, que ce soit, mettons, membres de la famille, membres de la famille, frères, sœurs, oncles, tantes, parents, ou même aussi des voisins, des patrons, tu sais, tous ceux qui s'inquiètent là, pour la consommation de substances d'un proche là, ou de quelqu'un qui côtoie là, peuvent faire affaire à ces services-là. Puis c'est pas nécessaire là, que la personne qui consomme soit suivie par nos services. Là. Le membre d'entourage peut juste avoir un suivi pour lui-même là, pour mieux gérer la situation qu'il vit face à la consommation de son proche ou aussi pouvoir l'aider, là, aider le proche là, face à ce qu'il vit, là, face à sa consommation, là, puis les difficultés que ça amène. Bien, c'est intéressant que tu le nommes, Maxime, parce qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences sur la vie de bien des gens, hein, la dépendance. Donc, je suis contente de savoir que ces gens-là peuvent également compter sur vous. Puis ça arrive souvent que c'est même... moi, personnellement, là, la plupart des membres de l'entourage que j'ai... Les proches qui consomment ne sont pas suivis par nos services. Là, fait que c'est vraiment comme c'est eux autres qui viennent chercher de l'aide pour pouvoir mieux gérer la situation. Là. Puis il y a aussi le service au niveau justice. Dans le fond, c'est pour les personnes qui sont judiciarisées là, ou qui sont en instance judiciaire. Là. Fait que dans le fond, c'est un suivi. Dans le fond, ça peut être un suivi demandé par un juge ou c'est même l'usager qui vient volontairement là, pour prouver d'une certaine façon son cheminement au niveau de sa réadaptation. Okay. Dans le fond, les 4 premières rencontres sont obligatoires là, pour assurer, là, comment je pourrais appeler ça? 4 rencontres vraiment obligatoires qui ont été sélectionnées parmi la programmation justice. Puis par la suite, là, après les 4 rendez-vous, les 4 rencontres obligatoires, mais la personne peut soit continuer au niveau volontaire, là, soit auprès des services individuels ou soit entrer dans un groupe thérapeutique là, qui s'offre à Trois-Rivières. Là. OK. Puis, donc, c'est la seule façon d'être obligé de vous voir, c'est si on est judiciarisé puis il y a un juge qui nous oblige à avoir 4 rencontres, mais c'est seulement 4 rencontres. Après ça, il n'y a pas d'obligation à poursuivre. OK. OK. Puis j'ajouterais une petite nuance, quand on parle un peu de l'obligation derrière ça, nous, on n'est pas dans l'obligation de rendre le service. C'est-à-dire que la personne qui a un jugement de la Cour
doit quand même faire son processus de demande d'admission et se présenter à ses rendez-vous. Tu sais, nous, on n'ira pas le chercher chez lui là, pour qu'il ait son service. Donc, ça reste que la personne doit quand même se mobiliser minimalement pour venir chercher ces 4 rencontres-là, au terme desquelles on émet une attestation, en fait, là, de service. C'est ça. Alors que si la personne ne vient pas, tu sais, ça nous arrive, là, on a des demandes de justice, puis ils ne se présentent pas nécessairement à la première rencontre. On fait une relance, puis si on n'a pas de retour, on ferme l'épisode. Là, fait que c'est ça. La personne est responsable. Exactement. Ouais. Techniquement, on a aucun contact avec la justice, là, avec les instances judiciaires. C'est la personne qui doit appeler pour prendre ses exactement. Fait que nous, on n'a pas des comptes à rendre au niveau des juges, au niveau des avocats. Là, c'est vraiment auprès de la personne. Fait que si ça se présente, tant mieux. Ça se présente pas, mais c'est ça. C'est la personne qui est responsable. Ça lui appartient. Exactement. Ça lui appartient, mais c'est gage de... Puis tu sais, peu importe la clientèle, dans le fond, là, que la décision et que le premier pas vienne de la personne, c'est gage de réussite ou du moins là, d'avoir des succès là, dans son suivi. Puis de reconnaissance aussi de la problématique. Ouais. Oui, exactement. Ouais, à la base, c'est aidant hein, pour entrer en suivi. Toi, Sarah, est-ce que tu as des programmes spécifiques à nous présenter? Absolument. Bien, comme mentionné tantôt, moi, je fais partie du programme Dépendance Itinérance. Donc, on a un partenariat avec Point de rue à Nicolette. Donc, l'objectif de ce suivi-là, c'est d'assouplir l'offre de services pour les gens qui sont désaffiliés socialement, pour qui c'est plus difficile peut-être de venir dans les services, venir faire une demande d'aide, ou des gens qui ont justement peut-être plus de difficultés à se mobiliser pour diverses raisons, là, l'accessibilité, etc. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'il y a un intervenant qui se présente à Point de rue et qui fait le processus en entier. Donc, de l'admission à la thérapie, puis à la fermeture, ben c'est le même intervenant. Fait qu'on est un visage connu, on se présente à Point de rue. Les gens aussi se permettent des fois de nous poser des questions sur la dépendance. Ils nous parlent de leur consommation, fait que tranquillement... Plus dans l'informel. Informellement, c'est ça. Puis quand on voit que la personne ben là, a envie de peut-être s'investir un petit peu plus, ben en ayant la possibilité de faire nous-mêmes la demande de service, ben ça nous permet ça, là, de officiellement débuter une démarche. Puis en se présentant à toutes les semaines, ben on est sûr de pouvoir rencontrer... Notre client, notre usager, finalement, puis d'offrir les services qu'il ne serait peut-être pas venu chercher s'il y avait eu à se déplacer à l'hôpital, puis éviter le syndrome de la porte tournante, puis le désengagement, puis un peu tout ça, là. Vous vous rendez disponible dans les lieux qu'il fréquente. Exactement, exactement. Puis on sait qu'à Nicolette, l'itinérance visible, il n'y en a pas tellement. En fait, il y en a... Ouais, c'est ça, il n'y en a pratiquement pas. Fait qu'à Point de rue... ça commence à se parler aussi. Les gens sont au courant qu'il y a une intervenante de Don Rémy qui se présente. Fait que c'est ça. Il y a des gens qui viennent chercher l'information, puis qui viennent me jaser ça un peu, puis on poursuit avec une démarche ou non après. Point de rue pour les gens à la maison, c'est un organisme en travail de rue. Il y en existe un également dans la MRC de Bécancour, ça s'appelle la rue Bécancour, et ils ont également une entente hein, avec votre collègue de Bécancour. Là. Donc, les programmes sont les mêmes dans la MRC de Nicolet-Yamaska et dans la MRC Bécancour. Point de rue s'appelait antérieurement Centretien. Il y a des gens qui connaissent sous cette appellation-là. Là, fait que, ouais. Tu voulais nous parler aussi des animations de groupe, je pense. Oui, bien dans le fond, les services de Don Rémy, on offre aussi, on en a parlé un petit peu tantôt, là, ça se donne pas à Nicolet par contre, mais notre clientèle de Nicolet ont accès aux services de groupe qui se donnent à Trois-Rivières. Donc là, j'ai besoin de mes collègues peut-être un peu pour les différents groupes. Là. Instrumentation intensif, qui est un groupe en fait là, qui roule en continu à l'année. Là, c'est vraiment pour aller chercher des outils au niveau de l'arrêt de la consommation. OK. On a l'instrumentation régulier qui est un peu moins intensif. La différence avec l'intensif, c'est quand même un bloc de 3 heures. Donc, c'est une demi-journée par semaine. Et il y a 1 heure qui est consacrée toujours à la présentation là, de partenariats, de ressources communautaires. D'information. Oui, c'est ça.
Sinon, Il y a différents groupes aussi là, qui s'offrent, je pense, selon la disponibilité. Là, mettons, groupe pour les membres de l'entourage. Méditation, cap sur la famille. En tout cas, les usagers ont accès à différents groupes. Justice, on a un groupe oui, c'est justice vrai. aussi à Trois-Rivières. Fait que, honnêtement, l'éventaire de groupes qui est offert vient couvrir là, l'ensemble de nos clientèles. Là. Est-ce que je peux avoir bénéficié d'un suivi de groupe, mais en parallèle également d'une démarche individuelle? Absolument. Tu sais, maintenant, je veux vraiment changer. Là. J'ai vraiment réalisé que j'avais une problématique. Je peux avoir les deux services, en fait. Absolument. Puis même que des fois, c'est pertinent parce que les gens vont chercher des trucs dans les groupes, puis là, ça les fait réfléchir. Fait qu'ensuite, en suivi individuel, on se permet de gratter un peu plus sur qu'est-ce que ça a fait émerger, qu'est-ce qu'on... Tu sais, c'est ça. De reprendre un peu, oui. Puis j'ajouterais aussi, en fait, pour avoir accès au groupe, il faut avoir un intervenant pivot à la base. Okay. Là, donc, il faut être en suivi avec un intervenant. Là, l'intervenant, bon, on parle des groupes, etc. Il peut référer l'usager au groupe. Là, c'est selon entente. Là, il peut avoir une pause un peu du suivi individuel pendant la durée du groupe ou combiné. Mais je dirais que la majeure partie du temps, il y a une combinaison là, du groupe et du suivi individuel, quitte à ajuster la fréquence des rencontres individuelles, là, à l'espacer un petit peu plus. Au lieu de se voir toutes les semaines, de se voir, mettons, 2 semaines avec le groupe à chaque semaine. On organise ça là, pour que ça fasse du sens pour l'usager. Bien, ce que je comprends, c'est que vous avez une méga capacité d'adaptation. Hein? Selon la personne qui est en avant de vous, vous offrez vos services différemment, vous offrez différents services aussi. Donc, chaque personne peut s'attendre à avoir un suivi vraiment individualisé, adapté à sa condition, à son désir de changement puis à ses besoins, en fait. Oui, exact. C'est beau! Vous êtes vraiment bon. J'ai une petite question. Comment on fait pour accéder à vos services? Mettons que je suis à la maison, je réalise que j'ai des problèmes de consommation, que je veux changer, ou je réalise que j'ai le droit d'avoir de l'aide parce que dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a un problème de dépendance. Comment je fais pour avoir accès à vos services? Bien, d'abord, on communique avec, dans le fond, c'est l'AEO Dépendance, qui est l'accueil, évaluation, orientation. Le numéro de téléphone, je vais vous le donner, je l'ai ici. Ah, puis on va l'avoir en bas de l'écran. C'est le 1-866-568-3877. Dans le fond, les personnes qui peuvent les référents peuvent être soi-même. Fait que dans le fond, on appelle au numéro de téléphone. Habituellement, c'est ça, on laisse un message, puis habituellement, là, on va être quand même rappelé assez rapidement là, par l'équipe de l'AEO. Dans le fond, c'est ça, les référents peuvent être l'usager lui-même, les partenaires à l'interne au niveau du CIUS. Fait que, mettons, si on a déjà un service au sein du CIUS, là, on peut demander là, à celui qui nous offre le service de faire une demande au niveau de une référence en dépendance, puis il peut s'en occuper. Ou il y a aussi là, les partenaires à l'externe, là, comme qu'on a nommé plus tôt. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'une fois qu'on a communiqué avec l'AEO, on laisse un message. Si on n'est pas capable de communiquer avec un intervenant, habituellement, on laisse un message. L'intervenant va nous rappeler, puis dans le fond, il va avoir une prise de la demande de service. Fait qu'il va avoir une évaluation des besoins là, pour assurer là, qu'on réfère la personne au bon service. Au niveau des temps d'attente, là, les délais de prise en charge, là, habituellement, là, il y a une prise en charge dans les 3 semaines suivant l'appel. Par exemple, au niveau, il y a certaines clientèles qui sont prioritaires au niveau des demandes. Fait qu'habituellement, une prise en charge à l'intérieur de 7 jours, que ce soit les usagers qui sont aux prises avec des symptômes de sevrage, les adolescents, les parents de jeunes enfants, ceux qui ont des risques au niveau suicidaire et aussi les femmes enceintes. Là. Fait qu'habituellement, là, la prise en charge à l'intérieur de 7 jours par un intervenant. Mais à part ça, les autres clientèles, là, c'est prise en charge dans les 3 semaines suivant le rappel. Fait que c'est notre cible, là, mais habituellement, c'est pas mal ça là, même des fois, c'est plus rapide que ça. Là. On appelle, puis des fois, la semaine d'après, on a un suivi avec un intervenant. Là. On rappelle qu'on appelle pour nous, hein? On n'appelle pas pour notre cousin ou notre frère qui est dépendant. On peut par contre lui donner vos coordonnées, mais c'est vraiment la personne dépendante elle-même là, qui doit faire le premier pas
pour s'engager là, dans un suivi À avec vous? noter aussi, j'ai oublié de dire ça tantôt, mais dans le fond, là, au niveau des dépendances, il y a la dépendance au tabac, bien sûr, mais ça, on s'en occupe pas au niveau du tabac. Il y a le centre Mais il y a le d'arrêt centre tabagique, ouais. hein, qui est un autre service du CIUS. Oui, le centre dépendance... Attendez, j'ai le numéro de là. Fait que dans le fond, c'est ça, au niveau des exclusions, le tabagisme, mais c'est possible d'obtenir de l'aide auprès d'un centre d'abandon du tabagisme en appelant au numéro sans frais 1-855-693-3639. Puis aussi la ligne J'arrête, là, au 1-866-J'arrête, qui est le 527-7383, ou même en communiquant auprès de médecins ou pharmaciens, là, eux autres aussi là, peuvent faire les démarches là, face à ça. Ça, c'est d'autres intervenants. là. C'est d'autres pas- intervenants, c'est ça. J'ai tellement de collègues qui travaillent au CIUS. Je réalise que j'ai une dépendance. OK? Je décide que je veux changer, je veux m'améliorer, je veux abandonner, ou en tout cas, je veux travailler ma dépendance. Et là, j'appelle. Là, il y a un intervenant qui me rappelle. Qu'est-ce qui se passe après, là? À quel moment je vous rencontre, vous autres, là? En fait, le premier rendez-vous, il est donné là, par l'équipe de l'AEO. OK. L'équipe d'évaluation. Exactement. Une fois le premier rendez-vous planifié, là, dans le fond, on reçoit l'usager là, à notre bureau. La première rencontre pour ce qui est de la consommation de substances psychoactives, ça va être une évaluation qu'on va appeler le NIDEP, que Sarah va vous parler sous peu. Donc, c'est une évaluation là, qui va durer l'entièreté de la première rencontre. Puis, on a une deuxième évaluation là, à passer qui s'appelle l'IGT, qui va être dans les rencontres suivantes. En fait, peut-être juste nuance, là, selon la problématique de dépendance, les évaluations sont ajustées à la problématique. Chose qui est, par contre, identique à tous les suivis, c'est que les 2 à 3 premières rencontres du suivi sont consacrées vraiment à faire l'évaluation là, de la personne et de sa problématique de dépendance. Pour en arriver à nos orientations. Donc, suivi individuel, suivi de groupe, combinaison des deux. Donc, ça nous permet vraiment d'en arriver à où est-ce qu'on s'en va pour la suite de la démarche. Après ça, on va élaborer avec l'usager son plan d'intervention. Donc, c'est quoi les objectifs que la personne souhaite atteindre dans le cadre de son suivi. Les moyens et tout ça qu'on va appliquer pour y arriver. Puis, on fait notre suivi. Donc, le suivi, honnêtement, c'est très relatif là, à chaque situation. Donc, il y en a, ça peut être un suivi de 2 mois, d'autres de 6 mois, d'autres de 1 an. Donc, ça va vraiment dépendre de la situation. Même chose pour la fréquence des rencontres. Donc, on voit des usagers aux semaines. Parfois, c'est aux 2 semaines. D'autres, c'est 1 fois par mois. Donc, ça va dépendre des besoins. Je retiens encore une fois l'adaptabilité, hein, Tout à fait. que vous offrez selon les disponibilités et le besoin de l'usager. Exactement. Puis, parlant d'adaptation et de flexibilité, on s'ajuste vraiment, en fait, là, pour rendre les services accessibles. Donc, tu sais, si jamais un usager a un problème de transport ou habite, tu sais, moi, je pense à Pierreville, tu sais, ça m'arrive de me déplacer au CLSC de Pierreville. Okay. Donc, ça permet aux usagers là, d'avoir accès comme à un point de service qui est plus près quand ils ont des enjeux au niveau du transport. Donc, honnêtement, on s'ajuste aux horaires de travail aussi. Bon, c'est sûr qu'on a un horaire de travail, nous aussi, là, qu'il faut quand même respecter, mais tu sais, on travaille un soir par semaine, donc ça permet pour les travailleurs d'avoir accès à des services en soirée. Donc, on a vraiment une belle adaptation là, au niveau des services. Puis c'est ce qui va faire le suivi de l'usager. Donc, on s'adapte aux besoins, on s'adapte à l'évolution de la situation aussi. Puis, ça ressemble pas mal à ça, notre processus de suivi. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai compris qu'il y avait plusieurs aussi outils que vous utilisez pour faire vos évaluations selon la dépendance. Il y a tellement de choses à dire que malheureusement, on ne pourra pas entrer plus spécifiquement là-dedans. Il me resterait une question à vous poser rapidement. Pourquoi vous aimez votre travail à ce point-là? Parce que vous me semblez être 3 intervenants vraiment passionnés. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail de tous les jours? Je peux y aller? Oui, vas-y. Ben, tu sais, ça va faire du pouce ce que je viens de dire, là, mais moi, c'est vraiment au niveau de la diversité qu'on va rencontrer dans notre travail, au niveau de la clientèle, les problématiques. Tu sais, le matin, je peux être dans une école secondaire en train de travailler la cyberdépendance avec un jeune, puis en après-midi, je suis en train de travailler la consommation de substances psychoactives avec un adulte. Fait que je trouve que la diversité qu'on rencontre au quotidien, pour moi, c'est magnifique, là. J'aime aussi beaucoup le fait que la flexibilité est là. On peut s'adapter. Moi, je suis psychoéducatrice de formation,
Fait que c'est sûr que m'adapter à l'individu, à son environnement, c'est inné. Fait que, tu sais, de pouvoir me déplacer, de pouvoir aller rencontrer les usagers dans les milieux où est-ce que ça les rend le plus confortables. Fait que, tu sais, toute cette belle diversité-là, cette belle flexibilité-là, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Puis j'ajouterais aussi le fait qu'on travaille, oui, avec la dépendance, mais énormément avec tous les troubles concomitants, que ce soit au niveau des enjeux relationnels, les enjeux de couple, enjeux familiaux, la violence conjugale, la santé mentale. C'est tous des thèmes que je trouve super intéressants. Fait que, oui, on accompagne la personne au niveau de sa dépendance, mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'aller toucher un petit peu à tout ce qui est autour parce que tout est interrelié. Ouais. Fait que c'est ça, ça fait que je suis épanouie dans mon travail. Ben, on est très chanceux de te compter dans nos rangs, Sarah Jane. Merci beaucoup. Toi, Sarah, qu'est-ce qui te plaît? De mon côté, c'est vraiment le côté humain. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis une amoureuse de l'être humain. Je trouve que pour moi, c'est un privilège de pouvoir accompagner ces gens-là dans un moment de vulnérabilité, la confiance qu'ils nous portent. À des intervenants qui ne connaissent pas. À chaque fois, je suis remplie de gratitude pour ça. Puis, tu sais, comme Sarah Jane le disait, on travaille beaucoup avec la concomitance. Puis, inévitablement, des fois, les gens se confient à nous. C'est pas toujours rose, c'est des grosses affaires. Je me sens privilégiée qu'ils partagent ça avec nous puis qu'on puisse les accompagner pour aller mieux. Donc, pour moi, c'est vraiment tout le côté humain puis la confiance qui se crée entre l'intervenant et l'usager. Merci beaucoup, Sarah. Maxime, rapidement. Je vais faire ça bien rapide. Comme mes collègues, au niveau du côté humain, c'est le fun de se réveiller le matin pour aller aider les gens, ça c'est sûr et certain. Au niveau du sujet de la dépendance, c'est quelque chose quand même qui m'intéresse beaucoup. C'est comme un peu construire, essayer de rassembler un puzzle une fois de temps, à chaque jour, c'est différent. Il n'y a rien qui est pareil. On peut s'attendre à faire une certaine chose avec un usager, puis tout à coup, là, c'est vraiment comme on part sur un autre côté. Là. Mais dans le fond, c'est tout le but là, ultime, là, c'est d'aider la personne face à sa problématique. Là. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui m'attire aussi le plus dans mon travail. Bien, il y a des gens qui sont très chanceux de croiser votre route. Merci beaucoup d'être là au quotidien pour aider les gens. Gênez-vous pas. Si vous avez besoin d'aide, si vous connaissez des gens qui avaient besoin d'aide, partagez les coordonnées. Merci encore une fois d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Puis merci d'être là pour aider la population. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis Navy, les Rock, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You All Told Me, Brave Slayer, puis Pantera, Fuck Me Stress, le Barbara, faites du bruit pour AC/DC, vive les cymbales de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on peut l'entendre du Megadeth, Van Halen, puis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, c'est que la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Testo, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse, elle pomme de musique satanique. 666, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le point des airs, on écoute Metallica. Yeah, c'est live, yeah, tonight. On joue du rock, du métal, pis des têtes de mort. On veut des vrais joueurs de guitare, faites du bruit pour AC/DC, des cymbales de Tommy Lee, le dubstep, pour les petits bêtes, on peut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Faites du bruit pour AC/DC, vive les cymbales de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits pets, on veut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa.
Le 13 juillet 1968, je suis prise de mise en tôle pour vol la main armée. À 4 heures du matin, je croupillais dans ma cellule. À coups de revolver, quelqu'un a crié: il y a une émeute dans la prison! Il y a une émeute dans la prison! Il y a une émeute dans la prison! On va foncer, ça sera pas long! Tout a commencé dans le bloc numéro 3. 2 heures après, on était tous dans le couloir. J'ai dit OK les boys, c'est le temps de filer. Profitons du temps avant qu'il appelle l'armée. Il y a une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. On va foncer, ça sera pas long. Les gardiens crient, sortez tous les mains en l'air. Si vous n'arrêtez pas, vous allez tous goûter la chair. Le grand Jones me dit: hey, il est trop tard pour lâcher. Balance la dynamite, wow, la mèche est allumée. Il y a une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. Il y a une émeute dans la prison. On va foncer, ça sera pas long. À la 47e heure, la grosse est tous tués. Oh, on est